Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette seconde partie de Breizhmer. Donc nous allons poursuivre ces travaux avec cette exploration de la filière mer en nous intéressant à l'essentiel, au cœur du sujet, puisque nous avons passé l'après-midi à évoquer la protection, le début d'après-midi à évoquer la protection des océans et la conciliation avec des activités économiques maritimes. Et pour cela, nous allons appeler sur scène Karine Clairaut, présidente du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux, Thierry Daugeron, chef de projet chez Eolfi, Philippe Le Gall, président du comité régional de la conchyliculture de Bretagne Sud, président du comité national de la conchyliculture, Alain Leussane, président du collectif Pêche et Développement, Armand Quintel, président de la commission environnement du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne, et Guillaume Cellier, directeur interrégional de la mer Nord-Atlantique Manche-Ouest. Je vous laisse vous installer. Et pour lancer la séquence, je laisse la parole à Julien Dubreuil, chargé de mission environnement et planification spatiale maritime au CRPME. Merci. À vous, Julien. Bonjour. Donc, je vais essayer de ne pas vous endormir après l'excellent repas qu'on a pu avoir tout à l'heure. Néanmoins, je ne suis pas banquier, mais je vais quand même vous annoncer des chiffres. Il y a même pas mal de chiffres dans les quelques lignes que je vais vous lire. L'idée, c'est de vous faire une petite présentation très rapide pour remettre en tête de tout le monde le contexte actuel de la planification des espaces marins et de la protection de l'environnement. Je vais rappeler quelques fondamentaux. Le but premier des activités maritimes, de pêche, d'aquaculture, c'est de mettre des produits de la mer à disposition des marchés. C'est de nourrir les habitants de notre planète, qui sont toujours plus nombreux. 3 milliards de personnes sont directement dépendantes des océans pour leur principale source de protéines. En 2015, l'ONU a édicté une série de 17 objectifs de développement durable. Parmi ceux-ci, le numéro 14, qui dit qu'il faut conserver et exploiter les océans. Alors dans les faits, ce sont bien deux objectifs différents que l'on oppose trop souvent. Mais la réalité, elle est bien celle-ci. Il faut concilier l'économie bleue et la protection du milieu marin. Mais pour ça, il faut réussir à l'organiser. La mer est un espace fluide, complexe, qui est le siège de multiples activités, historiques, plus ou moins récentes, ce qui peut générer des conflits d'usage. Le milieu marin est également sensible, dynamique, évolutif, encore mal connu, et c'est le récepteur des influences terrestres. On en parlera dans la séquence suivante. Atteindre cet objectif ambitieux de conciliation nécessite une prise de décision qui est coordonnée et cohérente. Pour optimiser le développement durable et la croissance économique des activités maritimes, l'Union européenne a fait un choix, celui de porter une politique maritime dite intégrée, intégratrice, entre autres, de politiques transversales comme l'atteinte du bon état écologique ou la planification de l'espace maritime. Alors, je vous avais préparé un petit schéma simple. Voilà. Pour s'attarder quelques instants sur le processus de planification. Planifier, c'est organiser à l'avance des activités selon un plan. Alors à terre, on connaît l'aménagement selon des plans, le ministère du plan, que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Ça reste un exercice nouveau en mer. La première directive européenne à portée stratégique en milieu marin, en 2008, a été portée par la direction de l'environnement, la DG Environnement. Et elle vise à l'atteinte du bon état écologique. En 2014, à son tour, c'est la DG Marais qui porte une directive visant à favoriser la croissance bleue, via la directive cadre planification. Ces directives, transposées au niveau national, ont fait l'objet de textes, de stratégies, notamment la stratégie nationale mer et littoral. Dans notre région, c'est le document stratégique de façade qui sera la déclinaison de la stratégie nationale et l'intégration des directives planification et cadre stratégie milieu marin. Ce document, le DSF, sera aussi intégrateur de toutes les démarches sectorielles, énergie, extraction de granulats, aquaculture, et des dynamiques territoriales, les stratégies régionales, le SRADET, mais aussi des protections environnementales dont le développement est relativement récent en milieu marin, et ça commence dans notre région il y a une vingtaine d'années. Donc je vous propose un dernier petit focus sur les protections environnementales. Si ça passe, ça passe. C'est revenu. Je crois que je suis en train de me battre avec Pat Le Guen en régie. Hop, voilà.
Les premières aires marines protégées sont issues des directives européennes dites Natura 2000. Tout le monde en a entendu parler. En 1997, donc il y a 20 ans, sont désignés les premiers sites en Bretagne dont certains disposaient de petites parties marines. Ce processus a été étendu en mer en 2008, sur des secteurs plus vastes. En 2007, le parc marin d'Iroise est créé. En 2012, le plan d'action milieu marin, issu de la directive 4 stratégie pour le milieu marin, introduit des objectifs environnementaux pour l'atteinte du bon état écologique. En 2013, les activités de pêche sont soumises à l'évaluation des risques d'atteinte aux objectifs de conservation dans les sites Natura 2000. C'est l'équivalent des évaluations d'incidence pour les autres activités. En cas de risque d'atteinte avéré, des mesures réglementaires doivent être prises. Si on fait l'état de situation actuellement, il y a 89 aires marines protégées en Bretagne. Ça représente 9000 km², soit 45% de nos eaux territoriales, de la bande des 12 000. Le second cycle du plan d'action milieu marin, qui est actuellement en cours de finalisation, définit 20 objectifs environnementaux qui ciblent directement la pêche pour l'atteinte du bon état écologique. Mais la Bretagne, on l'a rappelé, on le rappellera encore dans la séquence suivante, c'est 2000 entreprises dans la production halieutique, 300 dans la filière aval, soit plus de 10 000 emplois directs. Plus largement, 5% des emplois bretons sont directement liés à la mer. Alors dans ce nouveau contexte de planification des espaces marins et d'évolution des zones de protection environnementale, comment les activités de production y trouvent leur place et comment sont-elles en mesure de se projeter vers l'avenir? Merci Julien Dubreuil pour cette introduction historique précise et claire qui place bien les enjeux du débat et de fait-elle réagir d'emblée quelqu'un dans la salle en fait? Y a-t-il des questions? Qui se lance après son repas? C'est ça, hein, c'était plus dynamique ce matin en fait. Hein. Bon, bah alors, à ce moment-là, personne? Je vais commencer moi alors avec une question à Monsieur Cellier. La direction interrégionale de la mer est en charge de la rédaction de l'un de ces nombreux acronymes dont on a aperçu tout à l'heure, le document stratégique de façade. Quelle a été la grande difficulté pour l'élaborer? D'abord, c'est une rédaction qui s'est faite à plusieurs. C'est-à-dire que le document stratégique de façade est le fruit d'une concertation avec l'ensemble des membres du Conseil maritime de façade, qui représente de manière proportionnée l'ensemble des acteurs du territoire de l'interrégion. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que dans une logique un peu administrative, on a tendance à opposer l'environnement et l'activité économique. C'est un non-sens total. L'environnement et l'homme sont, j'ai l'occasion de le dire régulièrement, mais c'est un principe philosophique, deux êtres consubstantiels. Et donc, par conséquent, opposer l'environnement et l'homme, c'est un non-sens. Ça ne peut aboutir, en tous les cas, qu'à une voie sans issue. Et donc, par conséquent, pour promouvoir l'environnement, il faut le faire avec les hommes, parce qu'ils dépendent de l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité associer de la manière la plus intégrée possible l'ensemble des acteurs du territoire à la rédaction du document stratégique de façade. Alors après, il y a bien entendu le formalisme administratif. Nous sommes dans l'administration et on aime bien écrire. Donc voilà, donc il y a des règles qui nous sont imposées, un cadre qui nous est imposé. En revanche, l'orientation est fixée par les acteurs du territoire. Et ça, c'est une règle d'or que l'on s'est fixée et sur laquelle on ne reviendra pas. La difficulté de l'exercice, ça a été finalement, mais je crois, de donner les clés du camion aux acteurs du territoire. C'est-à-dire de faire comprendre aux acteurs du territoire qu'ils avaient, pour une fois, la possibilité de s'exprimer, non pas librement, parce que ça, on a l'habitude de le faire, mais la possibilité, finalement, de prendre des décisions. Et il y a eu des débats, d'ailleurs, il y a plusieurs membres du Conseil maritime de façade présents, et y compris autour de cette table. Il y a eu des débats riches, je le dis, où les gens ont exprimé leurs idées, mais ce n'était pas la discussion du café de commerce où c'est le dernier qui a parlé qui a raison, ou alors c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. On a objectivé les problématiques de façon à trouver des solutions qui permettent d'aboutir à un consensus qui n'est pas le consensus mou qui ne veut rien dire, où tout le monde s'accorde et chacun repart avec son interprétation, mais un consensus avec un objectif très clairement affiché. Donc voilà, je crois que la principale difficulté, ça a été ça.
Et aussi, peut-être, une des difficultés, ça a été de porter cette, j'allais dire, cette nouvelle gouvernance territoriale en haut lieu, en disant, voilà, nous, ce sont les acteurs du territoire, sur la base de directives stratégiques et qui sont conformes au cadre. Voilà. Merci, Monsieur Sellier. Et cette intervention suscite-t-elle plus de questions? Madame? Oh là, oui. Madame, au troisième rang. Pas très bien, je crois. Oui. Désolé, vous n'avez pas de chance avec le micro. Merci. Donc, je reviens au petit document que monsieur nous a présenté tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'avais beaucoup de mal à lire un petit peu ce document et à voir tout ce qui se chevauche. On reproche souvent à l'administration française le millefeuille de l'organisation territoriale. Et je me posais la question, devant tous ces organismes qui travaillent sur la problématique de la protection de l'environnement en mer, n'avez-vous pas l'impression qu'il y a là aussi non seulement des millefeuilles, mais en plus des empiètements d'une zone sur l'autre qui fait qu'on a beaucoup de mal, lorsqu'on est un élu de terrain et qu'on veut travailler sur cette problématique, à savoir où on fait quoi, dans quel domaine. J'ai toujours milité pour... Il existe un Conseil national de la mer et du littoral qui me semble être quand même un organisme représentatif. Lui et les régions, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen entre les deux de trouver quelque chose de beaucoup plus simple? Madame Clairaut. Alors, bien entendu, la réponse est oui. Il y a moyen de trouver quelque chose de beaucoup plus simple. Pour cela, il nous faut absolument convaincre l'administration centrale et on sait à quel point c'est difficile. Et c'est tout ce à quoi je fais face, moi, en tant que présidente du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux, c'est de faire comprendre aux acteurs d'un côté, mais à l'administration de l'autre, que nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement et que nous ne sommes pas là pour simplement valider les textes qui sont proposés ou les demandes qui viendraient de l'État. Nous sommes là en étant des représentants des collectivités, des représentants des associations ou de diverses composantes, professions et autres. Et nous avons un avis à donner parce que nous sommes ceux qui mettons les choses en œuvre sur les territoires et qui, quand même, savons un peu mieux peut-être que quelqu'un qui ne sort pas de son bureau comment les choses doivent se mettre en ordre sur les territoires. Donc oui, la réponse serait beaucoup plus simple si on nous laissait un petit peu plus tirer quelques ficelles, qu'on évitait d'être un peu trop techno, parce qu'on l'a vu dans beaucoup de réunions où on nous explique pendant une demi-heure comment on doit s'y prendre pour notamment le guide pour la mise en place du document stratégique de façade. En 3 phrases, ça pouvait être dit, c'était simple, c'était clair, et les choses après prenaient tout leur sens parce que personne n'est bête et qu'on est capable les uns et les autres de savoir comment défiler la pelote de laine à partir du moment où on a pris le bon fil. Donc oui, un peu de pragmatisme ferait du bien et supprimer quelques échelons ferait beaucoup de bien aussi, mais on est vraiment dans un carcan institutionnel dont on a un petit peu de mal à sortir. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une autre question en bas à droite, non? Ah, pardon. Oui, Alain Dréanneau du comité régional de la conchyliculture Bretagne Sud. Du côté des professionnels, on a sur ce qui a été évoqué tout à l'heure du lien consubstantiel entre environnement et l'humain, bien évidemment. Nos activités sont en prise directe et directement liées à cet équilibre-là. Pour autant, on a beaucoup de mal à expliquer aux professionnels déjà la lisibilité du schéma, et je suis d'accord avec Mme Hervieux, c'est pas évident. Pour autant, quand on leur oppose un certain nombre de mesures d'ordre environnemental, on se heurte à deux dimensions.
Première dimension, de l'aveu même d'un certain nombre de techniciens des services de l'environnement, ils nous disent sur le milieu maritime, on ne connaît pas grand-chose, et on leur répond, pour autant, vous prenez des décisions. Décisions qui sont lourdes de conséquences pour les entreprises. Alors, premier point. Deuxième point, c'est que les raisonnements sont portés sur des zonages de géométrie plus ou moins grande, et en tout état de cause, rendu à l'échelle d'une exploitation, on va nous dire ici il y a une vasière ou ici il y a quelque chose à protéger, mais c'est à l'échelle globale de la zone, et sur cette zone-là, ça représente 20-30% de vasières ou de zoostères ou autre. Et le projet considéré est bien loin de tous ces zonages-là. Comment on explique, comment on arrive à relativiser ou à éviter d'un raisonnement global à l'échelle d'une exploitation, comment on explique aux professionnels que d'un raisonnement purement administratif, puisqu'au bout du compte c'est quand même purement administratif, le manque de données d'un côté ne permet pas d'objectiver, mais on prend une décision. On raisonne globalement sur un territoire qui fait X hectares pour une décision qui va concerner 50 mètres carrés. Au plan opérationnel, c'est totalement incompréhensible. Alors, je ne sais pas qui peut répondre, mais en tout cas, c'est ce qu'on entend tous les jours sur le terrain. Merci bien d'avoir entendu ça. En réalité, c'est une vraie question, mais surtout un vrai problème au Conseil de façade, puisqu'on doit concilier non seulement l'environnement et l'économique, mais aussi le social au sens société. Et ça a été une demande qui a été formulée, moi j'étais le porteur, dans le cadre du Conseil maritime de façade NAMO, de Nord-Atlantique Manche-Ouest. C'est un autre mot administratif pour dire que c'est Bretagne, Pays de Loire en réalité, donc une interrégion, pour qu'on ait l'apport de la sociologie, de l'anthropologie, des géographes, des historiens, y compris des historiens de l'environnement, parce qu'on a besoin de savoir d'où ça vient, tout ça. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'il y avait un bureau du CNRS qui était dédié à l'histoire de l'environnement et que ça permet de réfléchir. Et on s'aperçoit que ce côté sociétal a toujours du mal à être pris en compte parce qu'on ne sait pas vraiment faire. En réalité, je pense que c'est une incapacité à faire. Pour l'environnement, c'est extrêmement facile. On a des moyens, on a des services. On mobilise vraiment une foultitude d'instituts techniques de tout genre qui sont capables de vous sortir des orientations, des objectifs et après de prendre des mesures. Pour la partie économique, ce sont les représentants des entreprises qui se défendent eux-mêmes. Et en réalité, pour harmoniser tout ça, tout ce global-là, pour faire ce lien entre la nécessité de protéger pour pouvoir continuer à produire, parce qu'on a besoin de milieux sains et productifs, donc en bonne santé et productifs, c'est l'objectif de la directive sur les milieux marins, la partie de protection. Mais pour la partie planification, effectivement, on a besoin d'avoir une vision de planification, pas seulement au sens de la carte, le mapping, une cartographie avec des zones qui seraient dédiées exclusivement à tel ou tel usage. C'est pas vrai. En mer, c'est un milieu fluide. C'est comme un carrefour. Tout le monde peut y passer. Le problème, c'est de ne pas y passer en même temps. Donc, il faut une carte, en quelque sorte, des priorités de passage ou d'utilisation. Malheureusement, ça a été transmis par un représentant qui est féru du code de l'urbanisme, qui nous a balancé une carte des vocations. Et la vocation porte un autre terme dans son sac à dos, c'est-à-dire c'est quelque chose comme une immanence qui viendrait d'un dieu quelconque. En réalité, non, c'est une carte des priorités des activités. Donc il faut qu'on se donne des objectifs et qu'on les priorise. Et je remercie le directeur, puisqu'on l'a rédigé ensemble avec les services. Je pense que ça n'a pas dû être facile tous les jours entre le niveau central et le niveau déconcentré. Le niveau de la mer et le niveau de Paris, c'est pas pareil, il y a quelques mètres de différence, mais surtout dans les esprits. Et là, pour le coup, on a réussi à mettre en lumière cette nécessité de prioriser sur une carte, de montrer ici, c'est plus important de développer telle ou telle activité. Et ici, on dégrade comme ça, on le présente comme tel. J'espère que ça sera ce qui sera traduit au final dans la version finale. Pour la petite histoire, la représentation cartographique des objectifs stratégiques qui doit apparaître bientôt dans le document final. On en est à la 16e version. Il y a une dernière version qui va sortir. Donc c'est terrible, il y a une carte et après il y a des fiches d'explication. C'est très technique pour le coup, c'est très compliqué à suivre, mais voilà. Je crois que M. Cédille veut réagir à votre intervention. Oui, j'étais auparavant directeur d'un parc national, qui était un parc national marin d'ailleurs, en Méditerranée, et on avait expérimenté pour la première fois cette notion de confrontation de l'activité économique avec la protection de l'environnement. Et tout simplement,
en donnant la parole aux acteurs qui étaient conscients de la nécessité de protéger l'environnement, parce que l'environnement, la protection de l'environnement n'est pas l'apanage de certains groupes. Je crois que chaque être humain a au fond de lui-même des préoccupations environnementales. Et donc, par conséquent, en créant cette concertation sur un territoire qui était le parc national de Porquerolles, on a réussi à dégager des actions de développement durable qui étaient portées par les acteurs, que ce soit les pêcheurs notamment, mais également les conchiliculteurs, les pêcheurs plaisanciers, etc. Et j'en veux pour preuve qu'on a expérimenté, et ça c'est une notion qui est importante, c'est le droit à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il faut se dire que, effectivement, compte tenu du manque de connaissances, on peut avoir le droit de se tromper et de recommencer l'exercice. Et ça, je crois que c'est important. Eh bien, sur le parc national de Porquerolles, on a mis en place ce qu'on appelait des zones ressources, c'est-à-dire qu'on a dit, voilà, on va expérimenter des zones suffisamment grandes dans lesquelles il n'y aura aucune activité humaine pour vérifier s'il y a effectivement un phénomène de recolonisation du milieu par les espèces naturelles. Mais c'est un processus expérimental et on a le droit de se tromper, on a le droit de recommencer. Donc l'objectif, ce n'était pas de créer une zone intégrale contre l'homme, mais c'était plutôt de créer une zone ressource qui protège l'environnement, mais au bénéfice de l'homme. Et ça a marché. Merci. Je crois qu'il y a de nouvelles questions au premier rang. Merci. Alors, moi, j'ai une question, mais en même temps, je dirais qu'on a la chance d'avoir, en Bretagne, Pays de Loire, d'avoir une Dirmnamo qui a su, et c'est pas des fleurs que je lance à Guillaume, hein, mais globalement avoir une approche tout à fait pragmatique pour éviter d'opposer l'environnement à la production. Par contre, ça pose quand même question, parce que c'est malheureusement pas le cas dans toutes les régions, et on voit bien dans les cartes des vocations qu'a exprimé Armand, que dans les autres régions, c'est pas le cas. On voit bien que malheureusement, il y a des priorités qui ne sont pas tout à fait celles qui sont la réalité en mer. Premier point. Donc comment fait-on demain pour éviter ce genre, même si le document peut être revisitable tous les 6 ans, comment fait-on pour éviter qu'il y ait, je dirais, une expropriation des zones historiques, entre autres pour les pêcheurs en mer, sous l'autel de l'environnement. Je prends pour un sujet important en Bretagne, ça a été les zones Natura 2000 en mer au large, où ça a été un combat, je dis bien un combat parce que c'est réellement des combats que l'on mène pour essayer de continuer des activités de production dans des zones où on nous met des grandes patatoïdes, et immenses, des centaines de kilomètres carrés, et qu'on nous dit vous ne pourrez plus aller exploiter dans ces zones-là. Certains engins, entre autres l'acétal chalut, seront interdits. En ayant des connaissances plus que infimes des zones, voire même zéro connaissance du milieu marin au fond de l'eau. Heureusement, la profession a pris d'ailleurs en lien avec tous les acteurs le dossier à bras-le-corps et a sorti de la connaissance empirique. Et c'est là que je dis qu'il est important, moi, à mon avis, en amont, certes, il y a le Conseil national de la mer et des littoraux, mais je reviens à ce que j'ai dit ce matin, c'est comme pour le futur FEAMP 2. On doit partir d'en bas pour monter vers le haut, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que la connaissance empirique avec la connaissance scientifique doit être la priorité de la définition de ce que sera demain une planification des activités en mer. Parce que si on prend aujourd'hui que cette approche, je dirais, centrale, on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est comment fait-on? Quels sont les outils que l'on pourrait mettre, les garde-fous là-dessus? Et une deuxième question qui rejoint celle de Alain. Comment fait-on avec aujourd'hui des activités de production très proches du littoral, avec, je vais prendre un exemple qui me vient en tête, mais Guillaume va très bien savoir de laquelle je vais parler, sur un secteur qui s'appelle dans le Morbihan, un secteur de pêche à pied où il y a des eaux austères. Très clairement, comment on fait une compatibilité d'une activité de pêche à pied avec une protection de zones austères, voire même, parce que pour le compte, pour tout le monde dans la salle, on me demande aujourd'hui que des pêcheurs à pied qui souhaitaient aller exploiter des coquillages, entre autres c'était de la palourde, sur une zone de drague, il vient de drague, ils doivent faire une étude d'incidence et d'impact sur la zone. Moi, ça me pose question. Un pêcheur à pied, ils doivent prouver qu'il n'impacte pas une zone qui était déjà une activité de pêche à la drogue.
on est rendu à un point où il y a une opposition de l'environnement avec la production. Et ma crainte, elle est très simple. Et là, je pose la question à Karine. Quels sont les outils que vous allez mettre en œuvre au sein du CNL pour éviter une fracture totale entre la production et l'environnement? Parce qu'à un moment donné, les professionnels vont rejeter l'environnement alors qu'on avait... L'objectif était de les intégrer. Madame Clairaut. Alors, le CNML n'a pas vocation à mettre en place des outils. Ça, c'est une première chose. Par contre, le CNML donne son avis sur un certain nombre de textes, avis qui n'est pas toujours conforme d'ailleurs, comme le souhaiterait l'administration centrale, parce qu'on a des choses à dire et on les dit quand l'occasion se présente. Après, je crois qu'il faut reprendre les choses telles qu'elles sont. Le schéma le montrait bien avant. On a l'Europe, on a la France, on a les façades maritimes. Il y a un certain nombre de textes qui viennent se poser les uns sur les autres. Mais au niveau des façades maritimes, il faut faire quoi? Il faut faire remonter à travers les documents stratégiques de façade un certain nombre de choses que vous constatez, vous qui êtes ceux qui pratiquez la mer et le littoral de manière quotidienne. Il faut respecter les objectifs de l'Europe, les objectifs de la France à travers la stratégie nationale, mais après, c'est du bon sens, c'est du pragmatisme et c'est des gens de terrain qui, du coup, permettent de démontrer que ce qui est valable sur une façade ne l'est pas forcément sur une autre. Il faut avoir aussi en tête la géographie qui est la nôtre aujourd'hui avec les régions, parce que même sur une même façade, il pourrait y avoir des intérêts qui ne soient pas forcément les mêmes à tous les niveaux. Enfin, voilà, c'est à travers tout ça, je crois qu'il faut... non plus raisonner en silo comme on l'a fait jusque maintenant. Le silo sont les grandes idées, les grands objectifs, ok d'accord on entend ça, mais après à chaque façade, à chaque comité maritime de façade, de faire en sorte que les intérêts de tous les acteurs de cette façade soient pris en compte. Vous n'allez pas aller à l'encontre de vos propres intérêts, donc à partir de ce moment-là, comment est-ce que l'administration centrale pourrait vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas faire? Si le document, à travers le document stratégique de façade notamment, si le document va à l'encontre de vos intérêts, de toute façon, il ne sera pas appliqué. Donc ce serait totalement ridicule d'avoir cet état d'esprit-là, quoi. Enfin, je sais pas, moi je vois les choses de manière très pragmatique. Personne ne m'obligera à faire ce que je n'ai pas envie de faire ou ce que je considère qui n'est pas bon pour mon environnement. Vous êtes, en tant qu'acteur de terrain, ceux qui aussi savez, vous êtes les sachants. Et vous protégez votre propre environnement. Oui, d'accord, il y a eu des moments où la pêche, elle a pu être destructrice. Il y a eu des moments où les acteurs, je cite la pêche, mais n'y voyez pas de malice, hein, il n'y en a pas. Il y a d'autres acteurs qui ont pu avoir des rôles pas toujours très bons sur la mer et le littoral. Mais dans l'ensemble, la plupart des gens qui agissent sur la mer et le littoral sont là pour leur propre intérêt, certes, mais pour l'intérêt général, parce qu'ils savent très bien qu'ils doivent le faire durer. Donc après, je pense qu'on peut rendre compatibles les usages, on peut rendre compatibles les activités et faire en sorte d'agir intelligemment. Et ce que fera la façade Namo n'aura pas forcément à voir avec ce que fera la façade méditerranéenne ou la façade sud-atlantique. Après, moi je veux bien qu'on mette des outils en place pour tout, mais ça va faire une réglementation supplémentaire. Un petit peu de bon sens suffirait, je pense, et des gens qui sortent de leur bureau pour venir voir ce que l'on fait chacun sur nos territoires. Merci. Alors, il y a plusieurs questions. On va commencer peut-être à droite, allez-y. Alors, Didier Legac, député, j'avais une question, moi, qui illustre un peu tout ça, ou qui pourrait illustrer tout ce que vient d'évoquer là. C'est un dossier qui est à la croisée, justement, de l'environnement et de la mer et des activités sur l'eau. C'est celui des EMR, les énergies marines renouvelables. Je fais partie de ceux qui espèrent que le dossier va encore se développer.
Parce qu'on parle de transition énergétique, il faut qu'on sorte du nucléaire. Et en plus, en Bretagne, on a là une puissance de la mer, du vent tout à fait extraordinaire qu'il faut qu'on exploite dans le sens noble du terme. On est d'ailleurs suspendu à la prochaine PPE, à la feuille de route du gouvernement, la programmation pluriannuelle de l'énergie. D'ici à peu près un mois, on en saura un peu plus. Et moi, je fais partie, mais je ne suis pas le seul dans la salle, qui espère que, dans cette PPE, justement, la PPE fera, la feuille de route du gouvernement fera la part belle aux énergies marines renouvelables. Hydrolienne, on sait que c'est un peu compliqué, mais en tous les cas, énergie éolien flottant ou posé. Il y a quelqu'un d'Eolfi qui est là, hein, c'est devant, qui pourrait peut-être nous expliquer comment la concertation a marché, plutôt bien fonctionné, je crois, entre la région. L'amiral, le préfet maritime, est là cet après-midi avec nous, je le salue. Moi, j'avais rencontré son prédécesseur qui nous avait dit que lui, il était prêt, qu'il y avait des tas de zones sur son secteur où il pouvait accueillir des EMR. Il attendait qu'on vienne le voir, justement, pour voir comment organiser la concertation. Mais en tous les cas, je pense vraiment, et je le dis devant tout le monde ici, c'est vraiment un dossier emblématique pour nous tous, et sur lequel, j'espère, on arrivera à se mettre d'accord. La pêche, les professionnels de la mer, les élus, les industriels, parce qu'on a là une vraie source d'emploi, et puis puis simplement pour la planète, et puis pour la Bretagne, il faut que la filière puisse émerger. Merci. Monsieur Dogeron, à vous, je pense. Oui, merci beaucoup d'élargir effectivement ce sujet aux EMR. Donc, on partage évidemment votre souhait que la PPE fasse la part belle à l'éolien flottant, parce qu'on développe le projet de Groix et Belle-Île, et on souhaite que ça soit une première étape vers la constitution d'une filière, en Bretagne en tout cas, et que l'éolien flottant se développe. Donc pour répondre à la question sur comment on se développe, quels sont les leviers pour développer les EMR, et vous l'avez déjà évoqué, ça a été évoqué aussi par les intervenants précédents, il y a deux choses, je pense. Il y a la planification, c'est vraiment un élément central. Il faut que cette planification elle soit partagée par l'ensemble des acteurs, et d'ailleurs c'est le travail vraiment qui est fait par la conférence régionale mer et littoral en Bretagne. Nous, notre point de vue, c'est vraiment un travail, à l'échelle de la France, c'est vraiment un travail exemplaire, et les autres régions ont sans doute à prendre exemple sur ce qui est fait en Bretagne. C'est dans le cas du projet de Groix-Belle-Île, où la zone a été validée très tôt, en fait, dès 2014. La zone a été validée avec l'ensemble des acteurs de la conférence mer et littoral, et c'est ce qui a permis au projet finalement de voir le jour, et c'est ce qui permet encore aujourd'hui que la relation avec l'ensemble des acteurs se passe bien, et qu'on développe le projet dans de bonnes conditions, et qu'il est globalement accepté. Donc il y a vraiment tout ce travail de concertation, de planification préalable qui est très important, et qui est fait de manière exemplaire en Bretagne. Et puis après, il y a tout le travail qu'il faut faire après, la concertation qu'il faut poursuivre, et je pense que c'est vraiment un élément important, et c'est le travail qu'on a fait avec le comité des pêches du Morbihan notamment, qui est représenté ici, et beaucoup d'éléments qu'on a appris au cours de ces 2 ans de développement de ce projet, c'est qu'il faut vraiment apprendre à communiquer. On a mis en place un espace d'échange et qui nous permet de nous voir très régulièrement. Ça nous permet d'anticiper les problèmes, toutes sortes de problèmes, mais on a fait des campagnes en mer. C'est vrai qu'au départ, il y a un petit peu de friction, parce qu'il faut qu'on apprenne à dialoguer, il faut qu'on apprenne à se transmettre les bonnes informations pour anticiper les problèmes. Et on a vraiment cet espace d'échange qu'on a mis en place. On s'est dit il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on travaille et dont on communique. Et c'était vraiment quelque chose de tout à fait bénéfique pour chacune des parties, je pense. Et il faut également, je dirais que chacun des acteurs, ça vaut pour la pêche, mais ça vaut aussi pour d'autres secteurs, même si la pêche, dans le cas de notre projet de Groix-Belle-Île et dans le cas des projets futurs, c'est évidemment un acteur incontournable, parce que c'est les principaux utilisateurs de la mer à cet endroit-là. Il y a relativement peu de trafic maritime, en tout cas en Bretagne Sud. Il faut qu'on apprenne à comprendre aussi les enjeux de nos enjeux respectifs, et qu'on soit prêt à faire des concessions, que ce soit sur les aménagements qu'on met en place. On a discuté avec le comité pour modifier l'emplacement de nos éoliennes, pour que ça dérange le moins possible les professionnels qui travaillaient sur le secteur. Et voilà, c'est tout un ensemble de choses, des compromis, de la concertation, qui permettent au projet de voir le jour et d'avancer de manière sereine. Merci beaucoup. Il y avait d'autres questions? Micro. Merci. En fait, ce n'est pas vraiment une question. C'est tout simplement pour dire que nos structures professionnelles se sont bien appuyées, en tout cas pour ce qui me concerne, Montagne Nord, sur la présence d'Armand Quintel
pour représenter les milieux de la mer, les milieux socio-professionnels de la mer dans cette instance, dans le CMF. Donc d'abord, je voudrais le remercier parce qu'il a fait un travail assez exemplaire et que grâce à lui, j'ai pu partir en vacances. Merci Armand. Non, ce que je dis n'est pas gratuit, c'est vrai Armand, tu as fait un très bon travail. Sur le fond maintenant, nos structures professionnelles sont très petites. Et je sais que, y compris au niveau des administrations et de la DIRM, les moyens sont limités également, mais les nôtres le sont encore plus. Et que travailler sur ce genre de sujet et travailler sur le fond sur ce genre de sujet, c'est extrêmement difficile et ça devient pratiquement impossible. Donc là, je le dis, on a de la chance. Tout à l'heure, Olivier a fait remarquer que dans d'autres régions, on n'a pas eu cette chance-là, visiblement, puisqu'il n'y a pas eu la même pression posée par les acteurs socio-économiques qui ont permis d'aboutir à ce qui est en train de se conclure sur la façade NAMO. N'empêche qu'il faut faire attention à tout cela, parce qu'on arrive à une situation de saturation absolue. On a parlé du ferme ce matin, on va parler de la qualité d'eau tout à l'heure, l'évolution du milieu avec le réchauffement de la planète, etc., etc. Nous sommes dans des situations où il devient totalement impossible de travailler réellement sur le fond sur ces sujets-là. Donc il est heureux que nous puissions avoir des personnes ressources qui le font pour le compte des autres, mais attention, ça devient très dur. Merci. Ce n'était pas une question, donc on peut passer à une autre question. Oui, une remarque et une question. Première remarque, Madame me parlait tout à l'heure de s'appuyer aussi sur le savoir empirique. Or, tous ces remarques que je partage, bien évidemment. Cependant, dans toutes ces instances, on nous parle régulièrement à dire d'experts. Et encore faudrait-il que ce savoir empirique soit reconnu comme étant un savoir institué au même niveau que le savoir dit scientifique, sciences dures. Alors, ma question, elle est qu'on a évoqué ce matin le FEAMP qui, dans son programme opérationnel, met quasiment en injonction le développement de l'aquaculture. Tous les projets de développement de l'aquaculture aujourd'hui se heurtent à des difficultés de reconnaissance, de validation de ces projets sur l'espace pour des raisons diverses et variées, on va dire d'acceptabilité ou d'acceptation sociétale. Aujourd'hui, les professionnels sont techniquement, économiquement en mesure, et avec nos partenaires, notamment financiers qui sont ici aujourd'hui, en mesure de développer, ou en tout cas d'essayer de développer des projets un peu partout sur le littoral. Encore faut-il qu'on ait accès à l'espace. Comment les outils de planification peuvent nous permettre d'avoir accès à cet espace-là? Dans quelles conditions? Et est-ce que malgré ces outils-là, on ne risque pas malgré tout de nouveau faire un tour à Rennes puis à Nantes, puisque c'est le trajet obligatoire, au tribunal administratif? Bon, d'abord, j'aimerais attirer l'attention de l'assistance sur un point fondamental. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'outil de planification vous donne tout. L'outil de planification doit donner les grandes orientations et ensuite, à l'intérieur, être suffisamment souple pour, le cas échéant, s'adapter. Ça, c'est le premier point. Donc, dans le cas qu'Alain posait, l'outil de planification idoine, c'est évidemment le schéma de mise en valeur de la mer ou le volet maritime du SCOT, très clairement. Et la difficulté de la profession, c'est une difficulté d'ordre juridique par rapport au code de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix intégrer dans l'élaboration de ces outils de planification l'hypothèse d'un contentieux potentiel. Dans la construction juridique du schéma de mise en valeur de la mer ou du volet maritime du SCOT, il faut intégrer cette notion de contentieux, c'est-à-dire lire la façon dont le SCOT sera demain, enfin écrire la façon dont le volet maritime du SCOT ou le schéma de mise en valeur de la mer sera demain interprété par le juge administratif. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas éviter les recours contentieux. Ça, c'est clair. L'objectif, c'est de sécuriser juridiquement la construction pour que le juge administratif comprenne bien les orientations prises dans l'outil de planification et fasse bien le lien entre le projet individuel qui est attaqué et l'outil de planification. Je ne vous cache pas que c'est comme ça qu'on avait construit la charte du Parc national de Porquerolles, parce qu'on savait que c'était un outil de planification qui aurait pu être utilisé ensuite pour
dézinguer un projet, quel qu'il soit, de part et d'autre. Et donc, alors je reconnais que l'exercice est un petit peu paranoïaque, hein, mais c'est de l'administration. Bref, mais en tout état de cause, ça permet de consolider et de bien maîtriser un document dont l'interprétation pourrait échapper à ceux qui l'ont construit. Voilà. Mais ça, c'est notre boulot. Merci, M. Célé. Un complément ? Moi, j'aimerais juste faire un complément, c'est que n'oubliez pas qu'il y a un texte majeur qui est la stratégie nationale de la mer et du littoral. Sachant que le littoral fait un problème, question définition, mais enfin, on en a quand même un. Mer et littoral, c'est souvent aussi une notion de pays. C'était développé, Alain pourra sans doute en parler, il y a plus de 20 ans, je crois, avec l'Union des géographes bretons, où il y avait ce travail-là qui avait été fait, qui promouvait cette gestion, alors gestion concertée des zones côtières, on l'appelle comme on veut, mais mer et littoral avec ce lien. Alors que là, dans le document stratégique de façade, on a une vision pour l'instant qui est très portée vers le maritime quand même. On est très très préoccupé de ce qui se passe en mer. En mer, qu'on le veuille ou non, c'est l'État. Et en mer, les documents stratégiques, alors il est stratégique, sauf qu'il va aussi se traduire par de l'opérationnel et des mesures dans la prochaine phase, dans les 2 ans qui viennent. Donc il n'est pas seulement stratégique en réalité. Et là, pour le coup, les décisions qui seront prises seront en quelque sorte opposables, c'est-à-dire que ça servira, si on met quelque part une priorité sur un secteur en disant, voilà, là, c'est l'éolien qui se développe, eh bien, quand il y aura un problème, un litige, on ira rechercher le document stratégique, on dira, ah, c'est l'éolien qui se développe, donc c'est lui qui sera prioritaire quelque part dans les échanges, les négociations. Donc il y a une règle, c'est cette notion de priorité. Il y a une autre, c'est la qualité de la subsidiarité. Il faut que ça puisse remonter des territoires. Donc il faut que le document reste quand même volontairement dans un cadre stratégique généraliste, j'allais dire. Mais là aussi, l'État ne fait pas que de la surveillance, du contrôle et de la sanction. L'État est aussi un grand orientateur de ce que l'on doit développer sur la mer. Donc après, c'est le rôle de chacun. Les collectivités du littoral ont un rôle essentiel à jouer. Maintenant, malgré qu'il y ait eu une jurisprudence, Cinquet-Portrieux, entre autres, qui donnait quelque part la possibilité à une commune littorale de se projeter sur le maritime d'une certaine façon, on s'aperçoit que dans la réalité, ce n'est pas exactement ça. Donc il faut que ça se fasse en bonne intelligence et que les résultats du document stratégique de façade soient quelque part pré-coordonnés avec les grandes orientations des stratégies régionales. Et ça, c'est toute la qualité de l'exercice qui est très difficile. Et autrement, pour ce qui est de la notion de pays et autres, j'aimerais bien qu'Alain nous présente un petit peu la façon dont il voit les choses. Alors si vous le voulez bien, je permettrai de lui passer. Oui, j'allais justement proposer à M. Le Sal, qu'on n'a pas entendu, de conclure justement. Oui, avant d'intervenir sur cette notion, je voudrais quand même insister sur une chose. C'est que là, on insiste sur la concertation, sur les dynamiques partenariales et autres, et on voit bien que ça peut fonctionner. Mais il faut bien comprendre que aujourd'hui, le pouvoir s'est déplacé. Le pouvoir sur les océans, il est ailleurs. Il se construit dans des instances internationales qui définissent des objectifs, qui définissent des règles et qui ensuite descendent au niveau européen. Et après, les États sont dans l'obligation de l'appliquer en essayant de compenser, de s'arranger avec les acteurs, etc. Je voulais vous citer, et ça c'est dramatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie politique telle qu'elle fonctionne, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire la vie de la démocratie, la vie de la concertation, avec ses affrontements et autres, elle est dépassée par ces mécanismes qui sont des mécanismes redoutables. Je vais vous en prendre un simple exemple. On est en train de mettre en place la planification spatiale. On sait d'où ça vient et on sait quels sont les objectifs. Je vais vous donner je peux vous citer. Vous n'avez pas fini de travailler. Hein. Moi, j'aurais disparu que vous serez encore en train d'essayer de vous dépatouiller avec ces décisions qui vont s'imposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, des lieux de décision comme la Convention sur la biodiversité. C'est elle qui définit les pourcentages de zones qui vont être mises en réserve.
réserve intégrale. Alors, on va jouer sur les mots, on va dire on va faire une AMP, mais en fait, l'AMP, progressivement, on va la transformer en réserve intégrale. Moi, j'ai ici les textes. Actuellement, ils en sont à 10%, donc tous les États sont en train d'essayer par tous les moyens de créer des zones pour arriver dans les conférences internationales en disant « Ah, on a mis en protection 10%, etc. » Mais attendez, c'est pas 10% qu'ils veulent, c'est 30%. C'est inscrit. C'est-à-dire que tout le travail que vous êtes en train de faire là, c'est un travail qui va être complètement bouleversé parce qu'il y aura ces obligations. Et comment est-ce qu'on construit ces obligations? On les construit en créant une opinion publique qui, soi-disant, devient... et on le voit fonctionner comme ça. On l'a vu fonctionner sur la pêche des grands fonds, on l'a vu fonctionner sur l'interdiction des filets maillants dérivants. Elle est en train de s'insinuer actuellement sur l'interdiction du chalutage. C'est clair qu'une bonne partie des mesures qui sont prises dans le FEAMP et ailleurs sont inspirées par ces logiques-là qui s'imposent aujourd'hui. Et les politiques qui sont à la tête des grandes décisions au niveau du Parlement européen, etc., ils n'ont pas la maîtrise, ils n'ont pas la vision qui leur permette de contrer ce qu'on est en train de leur imposer. Je vais c'est inouï ce qu'on voit aujourd'hui dans la presse sur ce qui se prépare. Est-ce que vous savez que 70% des déchets plastiques viennent de la pêche, quoi? Et vous trouvez ça dans une revue qui s'appelle Science et Avenir, une revue dite scientifique. Quand vous entendez, et personne ne s'étonne, c'est des absurdités. Combien de fois j'ai lu 90% des poissons ont disparu en un siècle? Bon. Et il y a des gens qui sont en train de préparer un forum international à Paris, le jour de la Journée mondiale des océans, le 8 juin, qui sera une grande conférence internationale en diffusant des chiffres comme ça. Ils disent aussi que 40% de la pêche globale sert à alimenter les fermes agricoles. C'est n'importe quoi. Hein. D'ici 48, alors bien sûr, il n'y aura plus un poisson dans la mer et il n'y aura plus de pêcheurs. Donc rassurez-vous, vous n'aurez plus de problème. Donc vous voyez, je pense qu'il faut bien prendre conscience aujourd'hui que les acteurs politiques, les acteurs du terrain sont confrontés à des lieux de décision qui leur échappent totalement et qui viennent s'imposer par-dessus le jeu des acteurs locaux et des acteurs de terrain. Et moi, je crois que... Bon, merci Armand. C'est vrai qu'il faut donner un sacré coup de chapeau à Armand parce que je crois que s'il n'était pas là, il n'y aurait pas de représentation du monde de la pêche, par exemple, et du monde professionnel dans ces instances où il y a des gens... Vous parliez des gens qui n'ont pas les moyens, mais je vous assure, il y a des gens qui ont des moyens, eux, hein, et qui reçoivent des millions de dollars pour préparer les décisions et puis ensuite mener des campagnes, les imposer, etc. C'est terrible. Et c'est une négation de la démocratie. Il y a un très bon livre qui vient de sortir qui s'appelle « Le prix de la démocratie » de Julia Cagé, qui analyse parfaitement aujourd'hui comment ce système politique est en train de se défaire sous l'influence de ce monde-là qui s'impose et qui impose sa loi. Donc, moi, j'en appelle effectivement à ce que tous ces acteurs de terrain qui agissent dans la concertation, dans la confrontation, pourquoi pas, hein, c'est pas un jeu toujours facile, mais c'est quelque chose de fondamental de défendre ce rôle des acteurs du terrain par rapport à ces acteurs lunaires, quoi, hein, qui finissent par imposer leurs lois. Et parmi cette dynamique de terrain, effectivement, je crois que cette vieille idée qui avait été défendue par Yves Le Bailly, un géographe, c'est l'idée des pays maritimes, c'est-à-dire d'une bonne articulation entre la terre et la mer, et de penser les activités à terre à partir aussi des intérêts de la mer, de sa protection, des activités qu'on peut y développer. Eh bien, ça, c'est une vision extrêmement novatrice, et je pense que c'est quelque chose qui s'impose à tous, parce que c'est un mécanisme difficile. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train, peut-être, par erreur, de transférer en mer des logiques de planification spatiale qui ne sont pas adaptées. Je pense qu'ils ne sont pas adaptés à la mer. Concevoir des réserves en mer comme des réservataires, déjà les réservataires, ça n'a pas l'air de marcher fort, mais alors systématiser, ça ne veut pas dire que les réserves ne sont pas bonnes, hein, on peut en faire, mais systématiser les réserves, comme on nous dit, mettre 30% des océans, enfin
les zones côtières en réserve, parce qu'il prévoit aussi d'interdire toute pêche dans les zones de haute mer. Donc vous voyez, il ne restera pas grands endroits pour aller à la pêche. Donc voilà, c'est renverser cette vision et se imposer, effectivement, on parlait des savoirs des pêcheurs, des savoirs des gens qui vivent de la mer. Il faut absolument écouter ces gens, et puis voilà, il faut renverser les perspectives. Merci. Oui, on va... Toute dernière intervention de la salle, alors, et après on va clôturer parce qu'on a Tout à déjà fait. Non, je voulais d'abord bien dépassé remercier le temps. les interventions de la table ronde, mais très clairement, je crois qu'on a la chance en Bretagne d'avoir des experts. On a rarement été cités, mais je crois que Alain Le San aussi, et je crois qu'on a la chance d'avoir des experts qui ont une vision d'ensemble en dehors même de la région Bretagne, au niveau national ou communautaire, mais au niveau mondial. Et ça, peu de régions ont ce genre d'acteurs. Je tiens à les remercier. C'est un travail de longue haleine, c'est vraiment un sacerdoce, c'est vraiment des convictions, il faut être passionné. Par contre, il y a une chose que moi je dirais, ce serait pour les élus dans la salle. Je crois que de tout ce qui a été dit, il y a une chose qui ressort qui est importante. C'est qu'on a la chance d'avoir des personnes de bonne composition dans les acteurs économiques sur le territoire breton. Et justement, j'allais le dire justement. Et je sais que chez les élus aussi bretons, et je crois qu'il est important qu'à un moment donné, il doit y avoir une unité politique bretonne sur ces sujets-là. Si on veut garder la classe d'attitude en Bretagne, qui sont quand même le bleu, le vert et le gris, il va bien falloir à un moment donné qu'il y ait un poids politique majeur en Bretagne, toute composition politique quelle qu'il soit, pour porter justement ces besoins-là. Ces besoins, c'est quoi? Armand l'a rappelé, je dirais que c'est un de nos derniers dinosaures, j'espère pas, mais c'est, comme je dis souvent, c'est mon Père Noël en été. Mais très clairement, les acteurs de la filière, et Goulven l'a dit, on n'a pas de ressources humaines de compétences, de cette compétence-là, à foison. Et il va falloir que les élus politiques trouvent, alors au-delà des moyens financiers, c'est des moyens humains, mais aussi des outils réglementaires et juridiques qui donnent la possibilité aux structures professionnelles de pouvoir justement garantir et défendre les intérêts de leur mandant et de développer l'économie, tout en sachant que de toute manière, on n'aura jamais les moyens de certaines associations, pour être très clair, de certaines ONG environnementales, mondiales, qui sont financées par des centaines de millions et milliards de dollars et qui ont un seul intérêt, c'est s'approprier les océans. On est en train, je regrette, c'est les États, les océans, ça appartient aux États, ce n'est pas à la société civile, et que si on tombe dans ce travers où c'est la sous-couvert de l'environnement, la société civile met la main là-dessus, l'État perdra la main sur toute sa compétence. Et je crois qu'il est important, quand je dis l'État, c'est aussi les élus. Et je crois que l'exemple même de ce que parlait Thierry d'Angeron, alors je tempère un peu le propos de Didier Le Gac sur un sujet, c'est qu'on ne va pas remplacer le nucléaire que par des EMR, je vous rassure. Je pense qu'à mon avis, faisons déjà ce qui est possible d'être fait, faisons-le bien déjà, dans un temps donné, pour éviter qu'on se retrouve dans des conditions des fois de travail compliquées. Par contre, une chose est sûre, c'est que pour ce genre de développement économique en mer, quel qu'il soit, de n'importe quel usage, la concertation et surtout des échanges, comme ça a été fait sur les espaces d'échange, c'est-à-dire le lien entre les acteurs de la mer et entre les nouveaux usagers, avec quelqu'un qui soit, je dirais, un peu une personne dans l'espace d'échange, qui fait le lien avec tout ça. Et c'est ça qui fait que ça marche. Et ce n'est pas d'une vision à Paris ou autre que ça marchera. C'est vraiment, comme l'a rappelé Clarine, je pense que c'est du terrain. Mais il faut bien partir du terrain pour aller vers le haut et non par l'inverse. Voilà. Merci. J'ai proposé à M. Le Gall, qu'on n'a pas entendu, de clôturer le débat, parce que là, vraiment, nous sommes... Je sais, tout le monde parle beaucoup, effectivement, c'est très, très passionnant le sujet. Je vais faire quelque chose de très rapide et très simple et très concret. Je vais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Guillaume Cellier concernant les dossiers de culture marine lorsqu'on doit les verrouiller et anticiper le risque juridique. C'est ce que l'on fait déjà. Sauf que je m'adresse aux élus qui sont dans la salle. On a un souci sur le chevauchement des règles au niveau maritime, et donc c'est pour ça qu'on se fait retoquer le tribunal administratif. On parlait tout à l'heure du dossier de Moëlan avec le député que je vois en face de moi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le juge a considéré que les zones de Moëlan sont une zone de mouillage et on devrait appliquer la loi type Bochardeau, alors qu'on est dans le cadre des concessions de culture marine et on doit appliquer la loi des concessions de culture marine. Donc on a un souci donc technique et concret qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Voilà. Je ne sais pas si je peux prendre la parole, mais... Vas-y, non, mais on interpelle les élus, il faut qu'ils aient la parole de temps en temps. Voilà. Autrement. Donc,
Non, parce que moi, je vous demandais vraiment de faire très court, parce que là, nous avons totalement dépassé notre temps. Le sujet est passionnant. Je viens de finir une semaine terrible. J'ai commencé avec un inspecteur national qui est venu sur le terrain dans la perspective de la labellisation du grand site Gave-Quiberon, pour ne pas le nommer, dont je suis le président, dans les maires d'une commune littorale. Je suis passé par le colloque des réseaux des grands sites de France, et je termine. C'est merveilleux de terminer, même si je suis fatigué, parce que je viens d'entendre. Mais je voudrais témoigner, et avec une approche assez optimiste. On a beaucoup travaillé avec M. Daugeron sur les éoliennes. On est confronté à un problème. J'aurais trop de choses à dire. Les contradictions aussi du milieu. Les éoliennes, prenons par exemple les éoliennes. Globalement, on a été associé dès le début par le commissaire de la concertation qui nous a associés. On a pu intégrer toutes les conséquences d'un grand site avec toutes les incidences de préservation qu'il faut avoir, avec notamment la zone d'atterrage sur la zone de la plage de Querillo. Comment est-ce qu'on va faire passer les câbles et quelles garanties on donne à toutes les associations, à tous les partenaires. Mais le petit point que je voulais évoquer, c'est qu'on a quelques associations récalcitrantes qui, parce qu'il y a 4 éoliennes à 25 km, pensent qu'on est en train de gâcher le paysage. Et ce sont les mêmes associations qui disent qu'il faut penser transition énergétique, qu'il faut la diversification des productions d'énergie. Et là, on fait une expérience. Et ils savent que les 4 éoliennes, elles sont expérimentales. Elles sont là pour 15-20 ans de présence. Et que s'il y a un parc éolien, ce sera au-delà de Belle-Île et au-delà de Groix. Mais, donc, et la phrase que je voulais dire aussi, c'est on travaille avec des peurs. Les gens ont peur. Et il y a un travail de psychologie, de pédagogie, où on doit travailler sur les peurs. On voit le mal partout, le soupçon, le doute. Et ça, ce sont des sentiments qui freinent des projets. Et Dieu sait s'il y a des élus qui veulent s'engager pour envie d'aller de l'avant. Je m'excuse, c'est pour ne pas allonger, mais je voulais signifier quand même qu'il y a des élus volontaires. Merci.